Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale. Nous sommes à l'espace Encan, à La Rochelle, en direct pour le Festival du film d'aventure. Alors, La Rochelle, pour les téléspectateurs de Montagne TV, évidemment, un lieu quelque peu inhabituel. Et pourtant c'est ici, à La Rochelle, que chaque année a lieu le Festival du film d'aventure. Un festival qui, au fil des années, a gagné ses galons. C'est un des meilleurs festivals de France dans son domaine. C'est ses 10 ans cette année. Nous avons décidé, sur Montagne TV, d'y consacrer 2 émissions spéciales. Nous allons, avec vous, découvrir les coulisses de ce festival d'aventure, les films en compétition, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs, évidemment. Tout de suite, je vous propose de rejoindre celui qui va être mon partenaire pour ces 2 émissions, pour découvrir ces films, justement, et décrypter avec vous comment ils en sont arrivés là, comment ils ont réussi à produire ces films. Ce partenaire, c'est Bruno Perronnet. Bruno, bonjour. Bonjour Laurent. Bruno, on vous connaît bien sur Montagne TV, vous êtes l'un de nos réalisateurs fétiches depuis le début de la chaîne, on a fait des grands films ensemble. Vous êtes évidemment connu aussi pour être un spécialiste des conditions de tournage en milieu difficile, en milieu extrême. C'est ça, depuis quelques années déjà. Oui, ça va bien avec Montagne TV finalement. Oui, on s'est beaucoup promené ces dernières années un peu partout dans le monde sur les montagnes. Oui. Alors on va découvrir tous les deux pendant 2 émissions des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, des films qui sont en compétition. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le premier film et le premier invité que nous allons recevoir. Il s'agit de Eric Koning pour le film Nat & Co. Tout de suite, on regarde ensemble la bande-annonce de Nat & Co. Je suis Nathanaël Schaeffer, je suis un paraplégique et j'ai eu un accident de montagne il y a 6 ans maintenant. Après cet accident, j'ai recommencé à skier en ski assis donc, en station, et rapidement une bande de copains a proposé de m'emmener en rando en petit rond. Et donc tout est parti de là, l'association Nat & Co. Le principe des tractages, c'est d'abord un groupe de copains qui avons envie de continuer à pratiquer de la montagne l'hiver avec Nathanaël. Ça fait longtemps que je me disais je vais aller au Grand Paradis et il s'est trouvé qu'il a proposé le Grand Paradis. Pour faire de la randonnée, il faut s'organiser pour tracter Nathanaël à la montée. C'est pour ça qu'on a mis au point un système d'attelage. Ça montre que les mecs qui viennent en montagne, c'est pas seulement des gens qui font de la montagne pour aller braille sur Ski Tour parce qu'ils ont fait une 5.5. Eric Koning, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir ici. On vient de voir les images, on sent déjà de très belles images, on sent une vraie passion, et puis on sent évidemment, comme d'autres films, mais celui-là particulièrement, une vraie aventure humaine, une vraie chaîne de solidarité. Oui. Alors ce film, racontez-nous un petit peu comment il s'est fait, d'où vient l'idée? D'où vient l'idée? C'est Nicolas Héron, le réalisateur, qui fait partie des amis de Nathanaël et qui lui a proposé, après 2-3 années de tractage, de faire un film qui raconte son aventure. Or, Nathanaël, c'est quelqu'un d'assez discret, mais il a été d'accord quand même simplement pour donner de l'inspiration, pour inspirer courage aux autres gens qui sont, dans son cas, paraplégiques, donc dans un fauteuil. Alors on peut peut-être justement resituer un petit peu l'histoire forcément tragique de Nathanaël, en tout cas depuis son accident. C'est un alpiniste qui pratiquait beaucoup de sports de montagne et qui malheureusement a subi un accident en avalanche. Il a perdu l'usage de ses jambes et aujourd'hui il se bat, si on doit résumer un petit peu, et il a repris la montagne. Il continue à partir en montagne grâce notamment à des grandes chaînes de solidarité montées autour de lui. Vous êtes un maillon de cette chaîne de solidarité. Ça vous fait quoi de revoir les images qu'on découvre dans le film? C'est toujours un peu émouvant parce que c'est des moments forts où on s'investit physiquement, parce que c'est pas facile de tracter à une dizaine un traîneau avec Nat qui prend un peu du lard tous les ans, et puis son traîneau est un peu lourd dans de la pente, dans de la neige qui peut être profonde, et puis quand ça devient pentu, il faut déchausser les skis, les porter sur le dos et tracer tout droit dans le pentu, comme on dit. Donc c'est des moments forts, et surtout c'est des moments de grosse solidarité dans l'attelage entre tous les tracteurs, et avec Nat qui est quelqu'un qui inspire un dynamisme et une joie de vivre phénoménale. Parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant et le film le montre bien. C'est quelqu'un qui, avant toute autre chose, transmet réellement une grande passion et puis une énergie de vivre fantastique. C'est conforme au personnage. Oui, tout à fait. Nat, il est allé faire son voyage de noces dans l'Himalaya, faire du vélo sur les routes des piémonts de l'Himalaya. Là, pendant tout le mois de novembre, il est en Nouvelle-Zélande avec sa femme, faire du vélo avec sa femme et sa petite fille qui doit avoir 11 ou 12 mois. Donc, et en Nouvelle-Zélande, je ne crois pas qu'il fasse du plat. Et
paraît que ça monte et ça descend pas mal. Donc il fait ça à la force des bras, avec ses petites manivelles. Parce que c'est vrai qu'en particulier le film, Nathan Coe raconte l'une des aventures qu'il a réussies. Il y en aura eu d'autres après, vous pourrez éventuellement nous en dire un mot. Mais c'est pas rien quand même, hein, on parle du Grand Paradis. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Alors, le Grand Paradis, c'est un sommet de un peu plus de 4000 mètres d'altitude en Italie, pas loin de la France, hein, c'est juste de l'autre côté de la Savoie. C'est un 4000 relativement facile quand on est tout seul sur ses skis en petit groupe. Un groupe un peu plus important, c'est toujours plus compliqué avec Nat, parce qu'il faut pouvoir démarrer les skis au pied de la voiture. Les refuges en haute montagne, c'est pas franchement des modèles d'accessibilité pour les handicapés. Le moindre accident de terrain devient vite un problème quand on a un attelage de 10-12 personnes. Donc faut trouver des gens qui soient capables à la fois d'être autonome à 4000 et de donner un peu plus, de tirer l'équivalent de 10-15 kilos en moyenne par personne. Oui, c'est pas évident, mais ça fait partie de l'apprentissage de toute la communauté autour de Nat. Là, on s'est lancé des défis de plus en plus difficiles. La saison dernière, on a été pendant une semaine faire les 4000 de Saas-Fee. Donc on a sorti 2 sommets à plus de 4000, le Rimfischhorn et l'Alpubel. Donc en fait, l'aventure continue et il ne s'arrête pas à un exploit. On pense forcément parmi la chaîne de solidarité, encore une fois, pour que le film existe, à ceux qui sont aussi derrière la caméra. Moi, ça m'intéresse forcément de savoir un petit peu comment ça s'est passé. Alors, ça courait partout. Comment ils ont fait pour nous ramener ces images qui, encore une fois, sont impressionnantes parce que toutes absolument magnifiques? Alors, il faut savoir que Nicolas Héron, le réalisateur, c'est un grand compétiteur en ski alpinisme et en trail, course à pied. Il n'a peut-être pas tout à fait le niveau de Kylian Jornet, mais il doit être pas loin derrière. Donc lui, effectivement, il court dans un sens, dans l'autre. Il va monter sur le flanc en face pour une meilleure prise de vue, etc. Et il y a un autre Nicolas qui a fourni des images de son drone. Donc là aussi, c'est des images fantastiques dans le film. Et dans le prochain film, ce sera encore tout aussi chouette. Donc ouais, ça fait des images très sympas. Et ça n'interrompt pas du tout le tractage et le déroulement de la course. Oui, et puis Kylian, par rapport à Nicolas, il n'a pas de caméra quand il court. Eric, qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme vie à ce film, Nathan Coe? De faire des petits, parce qu'on fasse des... Je pense qu'il aura un petit frère après l'aventure de cet hiver en Suisse. Et puis je lui souhaite qu'il en inspire d'autres aventures, pas obligatoirement à ski de rando et à tractage, mais d'autres aventures où il y a des valides et des handicapés qui fassent des trucs ensemble. Alors, qui ne seront peut-être pas des trucs extraordinaires pour les valides, mais qui seront des chouettes aventures humaines comme celles qu'on vit régulièrement tous les hivers par chez nous. Merci, en tout cas, merci Eric d'être venu. Merci de nous faire partager aussi des émotions comme celles qui sont présentes dans ce film. On lui souhaite une longue vie et beaucoup de réussite dans ce festival notamment. Mais Eric, à bientôt. On va passer nous à notre deuxième invité, le deuxième film et le deuxième invité. Donc l'invité c'est Eric Broisier pour le film, j'y arriverai jamais, sur le Grand Océan Blanc, excusez-moi. On regarde tout de suite la bande-annonce, vous allez voir, c'est impressionnant également. C'est une histoire qui se déroule sur le toit du monde, tout au nord du Canada, dans l'endroit habité le plus froid de la planète. Y parvenir est un très long voyage dans l'infiniment blanc, le règne de la banquise sur des milliers de kilomètres. C'est aux côtés d'une communauté inuite, ballottée par l'histoire, que 2 étonnants voyageurs, amoureux de l'Arctique, France et Eric, ont décidé de vivre avec leurs filles, Léonie et Aurore. Dans un fjord immense, à 50 km du village, ils ont posé leur drôle de maison, Vagabond. Dans tout l'Arctique... Eric, pourquoi? Moi, j'ai tout de suite envie, quand je vois la bande-annonce de votre film, déjà de vous demander pourquoi en termes de choix de vie, déjà. Je suis obligé de raconter un petit peu l'histoire. Donc, en 2 mots, j'avais, après des études scientifiques, pas du tout envie de rester coincé dans un labo ou dans un bureau d'études.
j'ai cherché un moyen pour continuer à travailler avec des scientifiques, mais faire que la partie terrain. Et puis c'est lors d'un hivernage aux îles Kerguelen, j'ai réalisé que pour aller dans les endroits inaccessibles, assouvir mon envie de découverte, avec un bateau, j'avais de fortes chances de pouvoir faire quelque chose. Ça a démarré en 99, ça fait 14 ans que ça dure. C'était au début une idée, mais j'avais aucune garantie. Et puis finalement, ça s'est bien passé. J'ai repris contact avec des labos pour qui j'avais travaillé. Ils m'ont fait confiance, ils sont revenus. C'est devenu une histoire donc, à deux avec France, que j'ai rencontré assez vite au début du projet. Et puis, de famille maintenant. L'équipage de Vagabond, c'est familial. Donc c'est que du bonus. Ça continue de fonctionner. En plus, on le partage en famille. Donc évidemment, c'est pas rose tous les jours, vous le devinez, mais c'est quand même une vie qu'on s'est inventée qui nous convient, qu'on va essayer de faire durer le plus longtemps possible. Parce que je vais laisser Bruno continuer, mais il faut juste que tout le monde se replace quand même. La vie que vous avez avec vos deux enfants qui ont quel âge Alors, Léonie a 7 ans, bientôt 7 ans, Aurore a 4 ans. Voilà, donc 4 ans et 7 ans. Ils ont quand même juste une vie absolument unique, hein. Il ne peut pas y avoir beaucoup d'enfants qui ont cette vie-là, évidemment. Donc c'est quand même une aventure extraordinaire et une enfance extraordinaire pour eux aussi. Ouais, alors elles ne s'en rendent pas compte puisqu'elles ont vécu cette vie-là depuis leur naissance. Elles ne sont pas nées à bord, mais presque. Et elles s'en rendront compte plus tard. Nous, on ne cherche pas du tout à les priver d'une vie sociale. On cherche d'ailleurs, avec les enfants qui grandissent, à se rapprocher un peu des communautés inuites. En ce moment, on est plutôt dans l'Arctique canadien, donc on se rapproche doucement de ces communautés. Mais voilà, elles sont trop jeunes pour réaliser, je pense. Évidemment, la question qu'on se pose aussi tout de suite, c'est ça a l'air d'être assez enfermé ensemble, en famille. Vous vivez toute l'année sur ce bateau, votre femme et vos filles ensemble. Est-ce que c'est toujours aussi facile que ça voudrait bien en avoir l'air ? C'est sûr que dans ce film, sur le grand océan blanc, Hugues, le réalisateur, a choisi de donner un ton qui est un peu le conte. Donc évidemment, c'est quand même le bon côté. Mais on voit quand même France qui explique clairement son ras-le-bol d'être femme au foyer bateau. Et c'est sûr qu'on découvre aussi ça avec des petits-enfants. On ne peut pas sortir de la même façon qu'on sortait avant. On faisait les manips ensemble, tous les deux, France et moi, auparavant. Maintenant, on s'adapte. Quand les températures remontent, on peut sortir en famille. Mais il y a des adaptations, il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. Les adaptations, justement, en particulier avec les très jeunes enfants, vous êtes papa, donc j'imagine que l'inquiétude n'est pas la même quand on a ces jeunes enfants que quand on est seul dans ce genre d'aventure. À quoi vous faites attention en particulier pour le confort de vos deux filles ? Je pense que l'hiver, c'est le froid et l'été, c'est l'eau. C'est-à-dire éviter les chutes à la mer, quoi. C'est les deux choses, les deux points clés. Après, il reste le poêle, qui est un point chaud toujours allumé dans le bateau. Bon. Mais on apprend assez vite. Le froid, quand on est complètement emmitouflé, il y a une façon simple, c'est de toucher le nez de l'enfant avec son propre nez. Et c'est des thermomètres très efficaces. On sait tout de suite si l'enfant, parce que quand un petit enfant n'est pas capable de parler, on ne sait pas s'il a froid. On voit qu'il ralentit un peu. Bon. Et puis pour éviter toute chute à la mer, on s'attache. Il n'y a pas d'autre solution. Et comment est venue l'envie, l'idée de ce film ? Alors régulièrement, on sent qu'on vit quelque chose de fort, on a envie de le partager avec vous, avec le public, et on va de temps en temps rencontrer un cinéaste, un réalisateur qui va avoir envie de raconter l'histoire. Moi-même, j'aime l'image, mais je ne me sens pas capable, disponible d'aller jusqu'au bout de la réalisation d'un documentaire comme ça. Donc c'est souvent une association. Nous, on fournit une grande partie des images et puis un réalisateur va venir. Mais alors par contre, c'est souvent aussi une surprise. C'est-à-dire qu'on aime bien donner carte blanche pour que ça reste un film d'auteur. C'est vraiment le réalisateur qui va au bout de son projet. Et là, Hugues, il s'est fait plaisir. C'est le deuxième film qu'il réalise avec nous. Et bon, c'est vraiment sa patte, son film, même s'il y a un tiers des images qui sont les miennes. Mais ça se passe justement comment ? Alors, on entre dans les secrets un petit peu du film, c'est ça aussi qui est intéressant ici, ce festival, voir comment ces films sont faits, c'est la question qu'on se pose forcément. Il y a quelques images qui sont faites par vous, dites-vous, et comment intervient le réalisateur sur ce genre d'aventure ? Il vous accompagne, il est là de temps en temps, comment ça se passe ? Alors, étant donné qu'on est quand même dans des endroits très difficiles d'accès, surtout très chers d'accès, Hugues n'est venu qu'une fois avec un preneur de son pendant 6 semaines. Donc c'est quand même relativement long, mais ça ne couvrait qu'une saison. Alors on avait choisi ensemble une saison où le tournage n'est pas trop difficile, pour pas qu'il souffre trop, c'est-à-dire où il ne fait pas trop froid, où il y avait pas mal d'activités, on était vraiment en pleine saison pour les manips, il y a eu le passage d'un scientifique. Bon. Mais après, c'est sûr que toute la nuit polaire, d'autres parties de navigation, et il n'était pas là, donc toutes les autres images sont les nôtres. Et en regardant le film, vous trouvez ça conforme à l'esprit que vous auriez voulu y avoir ? C'est toujours difficile de se voir soi-même, fait quelque part un peu mise en scène par le réalisateur. Ça correspond à ce que vous avez dans la tête ?
Bon, je peux dire que ce film est quand même authentique, il nous ressemble vraiment. On sent la complicité qui s'est installée avec le temps, avec Hugues qui est devenu un ami, et on sent que la confidence est là. On oublie la caméra des fois, même dans des scènes très, très intimes finalement. Donc ça, pour moi, c'est une réussite. Alors il y a des choses que nous, on aurait bien aimé montrer, peut-être plus d'esthétique, peut-être plus l'aspect scientifique, bon, parce que c'est mon boulot aussi. Mais malgré tout, le choix, et puis on n'a que 52 minutes dans un format de documentaire traditionnel, donc voilà, il fallait bien faire des choix. Et l'avantage aussi, c'est d'avoir peut-être 2 jeunes acteurs, puisqu'on peut revenir sur eux, l'avantage d'avoir des enfants. Là, pour le coup, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment de la spontanéité, c'est aussi forcément des bons personnages. Ils passent particulièrement bien à l'image dans le film, enfin, elles, vos filles. Et c'est vrai que ça aussi, ça doit être un bonheur de pouvoir voir ça. Ouais, on a même appris des choses sur Léonie. Elle avait été interviewée discrètement par le réalisateur, par l'opérateur, et on l'a entendu dire des choses qu'on n'avait pas entendues auparavant. Donc c'est chouette aussi de voir la complicité qu'il a réussi à avoir avec notre fille. Eric, je rappelle le titre, Sur le grand océan blanc, parce que je l'ai écorché tout à l'heure. On va souhaiter une longue vie à ce film. Alors, il est déjà bien parti, parce qu'il y a déjà plusieurs diffuseurs qui se sont engagés, télévision, nationale notamment. Donc vraiment, beaucoup de réussite, beaucoup de succès aussi pour le public. Je pense que c'est important pour vous aussi que le public, dans un festival, adhère à ce film. Donc c'est ce qu'on vous souhaite, on vous remercie d'être venu nous en parler, vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est un vrai grand film, une vraie aventure humaine particulière et unique. Et voilà, donc Eric, on vous dit à bientôt. Nous, on va passer au 3e film et 3e invité. Alors, avec une petite particularité cette fois-ci, ils sont 2. Et pour ce 3e film, je vais par contre laisser Bruno vous présenter les 2 invités, tout simplement parce que je vous assure que c'est une coïncidence, mais ce film, c'est Terminus Boreal, et il se trouve que Terminus Boreal, le réalisateur est Bruno Perronnet. Il se trouve que Montagne TV est coproducteur ensuite, donc encore une fois, c'est une coïncidence qu'il ait été sélectionné pour ce festival. Mais en tout cas, c'est chose faite. Donc, Bruno, on va accueillir 2 acteurs du film, puisque tu en es le réalisateur. Donc ces acteurs, je te laisse les appeler. Et puis on va tout de suite, nous, regarder... Dis-nous déjà les invités. Alors on va retrouver Yann et Fanny, on était 6 pendant l'aventure, donc il y aura des absents, mais Yann et Fanny font partie effectivement de cette aventure, ils vont être là pour nous en parler. On va regarder tout de suite les images de la bande-annonce et on les retrouve. Le 25 mars, isolés en quelques secondes à 200 km au nord du cercle polaire, nous chaussons les skis riches déjà d'une première aventure. Objectif de l'itinérance nordique qui s'ouvre alors à nous, 13 jours nomades au cœur du Sarek, souvent surnommé l'Alaska de l'Europe, un massif montagneux particulièrement sauvage, culminant à 2000 mètres d'altitude. Voilà, Terminus Boreal, donc vous venez de découvrir les images. Alors je vous ai dit un film un tout petit peu particulier, en tout cas dans le cadre de cette émission, puisque le réalisateur, c'est mon consultant, c'est mon partenaire pour vous présenter l'émission. Ça se trouve comme ça, encore une fois, c'est une coïncidence. Et on accueille donc Yann et Fanny qui faisaient partie de l'aventure. Alors je vais quand même commencer par le réalisateur sur le coup, et puis après il reprendra sa casquette de chroniqueur à mes côtés. Bruno, un film sur la mobilité douce. Je me souviens, on en a parlé il y a longtemps, c'était un projet qui t'intéressait depuis longtemps. D'où c'est venu déjà cette envie de faire ce film et de montrer qu'on pouvait se déplacer comme ça de façon différente dans le monde ? En quelques mots, ça vient souvent d'une rencontre, ce genre d'aventure. Là, ça a été le cas. Avec Fanny, on s'est retrouvés sur un projet où on a accompagné un groupe de personnes handicapées en montagne. Elle m'a parlé de son idée, de la prochaine expédition qu'elle montait en Laponie. Elle m'a juste dit ces mots-là, mobilité douce. Je trouvais que c'était déjà rien que l'intitulé faisait rêver. Elle m'a expliqué un petit peu plus l'idée, c'est-à-dire partir loin avec des moyens de transport peu polluants pour aller découvrir des terres gelées. Donc c'était vraiment tout ce qui, moi, m'enthousiasmait. Il y avait forcément un film à faire, et avec Montagne TV, forcément, donc c'est parti de là. Oui, parce qu'on remet juste bien le thème pour que tout le monde comprenne. L'originalité, quand même, c'était que cette mobilité douce, tu viens d'en parler, mais on peut rentrer dans un peu plus de détails, c'était vraiment cette envie de se déplacer en
en prêtant une attention particulière aux moyens que l'on prenait pour se déplacer. On a vraiment au cœur de cette aventure, et Yann et Fanny vont nous en parler plus précisément, mais cette idée de remettre le voyage en question et de se poser la question de pourquoi et comment on voyage, ce qu'on y met comme valeur. Donc l'idée, c'était un peu ça dans la mobilité douce. Je vais te demander à toi, Fanny, de nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme. Voilà, donc mobilité douce, c'est de se demander est-ce qu'on peut vivre une aventure lointaine sans forcément prendre l'avion. Aujourd'hui, quand on décide d'aller vivre une aventure à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde, voilà, on y va forcément, ou même près de chez nous, on y va des fois en avion. Et voilà, l'idée c'est de se dire, est-ce que je peux faire ça autrement? Est-ce que je peux pas vivre déjà un autre voyage dans mon accès à destination? Est-ce que je peux faire autrement que l'avion? Donc avec les copains, on a décidé d'aller en train en Laponie. On a pris notre atlas et on s'est dit on veut vivre une aventure dans le nord où c'est que les rails vont le plus loin possible en train, et on se retrouve au fin fond de la Laponie. On descend du train quasiment et on chausse les skis, et on a déjà vécu un véritable voyage avant même de commencer notre aventure. Alors c'est vrai que l'esprit de camaraderie est très fort dans ce qu'on a vécu tous ensemble. C'est toujours difficile de jouer les deux côtés de l'histoire, mais c'est vrai qu'on a vécu quelque chose de très fort là-bas, tous ensemble. Yann, est-ce que tu crois que cet esprit fort qui se crée dans un groupe comme celui-là naît aussi de cette notion de mobilité douce, de prendre le temps? Est-ce que ça fait partie aussi de ces valeurs qui portent les gens là-bas? Alors vraiment oui, je pense que l'accès à destination, il contribue beaucoup. Alors même si dans l'équipe, pour la majorité, on se connaissait de longue date, on partait confiant. C'est important sur une expérience aussi comme ça d'avoir un groupe qui est cohérent au départ et auquel Bruno, tu t'es vraiment bien intégré. Mais le fait d'avoir 2 jours pour regarder les cartes tous ensemble, pour se poser, pour couper du rythme, ou jusqu'à la veille du départ, on est encore dans notre boulot, ah oui, il faut que je finisse tel dossier avant de partir, c'est super parce qu'on prend le temps vraiment de se redécouvrir ensemble le groupe, de s'imaginer ensemble, de se refixer des objectifs et d'arriver serein sur le départ. Et ça, c'est formidable pour une expérience comme ça. Alors, je vous écoute, donc il y a vraiment quelque chose qui sort de très fort de ce film, évidemment. Il y a un objet, un objectif, une valeur très forte qu'on veut faire passer. Au-delà de ça, comment s'est passé le tournage? Parce que c'est une aventure, en effet, que vous avez vécue. Par contre, vous l'avez vécue en étant filmé, en étant mis en scène par Bruno. Comment vous l'avez vécu tous d'ailleurs, Bruno, toi aussi y compris, comment vous l'avez vécu tous, comment ça se passe cette aventure que vous avez certainement dû faire aussi sans être filmé une fois, allez-y. Alors là je parle en mon nom parce que c'est moi qui ai présenté à l'équipe. J'ai dit un jour aux copains, écoutez, on n'avait pas prévu de faire de film cette année, mais on part avec un caméraman. Bon, vous le connaissez pas, mais on va vivre une aventure en autonomie pendant 15 jours avec un caméraman, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai des copains, ils sont super chouettes, ils ont dit ok, d'accord. Et on est parti avec Bruno, qu'on ne connaissait pas. On est arrivé en gare de Genève, il a commencé à nous faire traverser la gare. Il nous a fait faire des allers-retours dans la gare de Genève au moins 10 fois avec les poulkas sur les roulettes. On était tout transpirants. Je regardais les copains qui commençaient à faire des sourires crispés. Je fais oh punaise, ça va pas faire pendant 3 semaines d'expédition. Et puis en fin de compte, le tournage s'est très bien passé sur place. Et on est parti avec un caméraman et on est revenu avec un véritable ami. Et juste une chose, chapeau bas quand même pour Bruno, parce que des fois le jour où c'est un petit peu dur, où la poulka on sent qu'elle fait bien 40-50 kilos, où il y a du vent, où il fait froid, et Bruno il a déjà pris de l'avance sur le côté pour nous filmer, bien aligné en file indienne. Il a enlevé ses gants, il est depuis 10 minutes allongé dans la neige, je suis en train de régler sa caméra, et ça pas n'importe qui pourrait le faire, donc chapeau bas à Bruno pour ça. Oui, d'autant plus que je vais rajouter quelque chose qui ne dira pas évidemment, c'est la qualité des images. Vous avez vu les bandes annonces, vous venez aussi de voir des images. Il y a une qualité d'image qui est vraiment impressionnante et qui sublime évidemment le voyage que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il en reste de ce film maintenant, de ce voyage en tout cas, pas du film qui va commencer sa vie maintenant, mais de ce voyage, de cette aventure? Je prends juste la parole là-dessus parce que c'est vrai que ce que disaient Yann et Fanny tout à l'heure, et qui est tout à fait juste, c'est qu'on est parti à 5 amis plus un électron libre. Je crois qu'on est revenus vraiment tous amis, tous ensemble. Ce qu'il en reste très concrètement, on peut déjà faire un peu le teasing, c'est qu'on repart cette année pour une nouvelle aventure tous ensemble, avec un nouveau film à la clé, qui sera sur Montagne TV, certainement à l'automne prochain. Et ça veut dire réellement que ça a fonctionné parce qu'une expédition lointaine comme ça, tous ensemble, sous un tipi, pendant 15 jours, ça marche ou ça marche pas. Ça aurait très bien pu ne pas marcher et ça a marché mieux qu'on l'aurait, je crois, espéré. Aujourd'hui, on est tous copains et je crois que là,
plus belle leçon de ce qu'on peut vivre comme ça dans des situations un peu extrêmes. C'est surtout ce qu'on arrive à créer d'humain entre nous tous. Et je crois que c'est vraiment ça, cet esprit, non ? Super, moi je vous remercie tous. On souhaite une longue vie, beaucoup de réussite à Terminus Boreal. En effet, encore une fois, c'est un très bel objectif, un très beau message, un très beau film, mais avec un vrai contenu, on le voit, en plus une suite. Donc merci d'avoir été avec nous. Bruno, nous on va continuer demain, même endroit, même heure, pour une deuxième émission consacrée au festival du film d'aventure de La Rochelle. De nouveaux invités, de nouveaux films, de nouveaux extraits évidemment. On sera très heureux de vous y retrouver. J'aimerais bien par contre qu'on finisse cette émission en vous montrant encore une fois plein d'images qui sont magnifiques, que vous puissiez partir après cette émission avec plein de rêves dans la tête et plein d'envie de faire vous aussi des expéditions. On se quitte donc en images avec les films que nous avons reçus et dont nous avons parlé pendant cette émission. Je vous dis bonne soirée, bonne fin de journée et à demain. C'est une rando entre copains, comme je ferai une rando avec d'autres copains dans d'autres circonstances, sur d'autres montagnes. C'est ça qui me fait venir. La Tescro, tu vois, c'est la plus grande escroquerie du monde. Il a une capacité à rassembler, à fédérer autour de lui qui est extraordinaire. Chaque année, quand on fait un bilan, on se retourne. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait cette année ? Ben voilà, j'ai fait un tractage, c'est quelque chose qui est fort. Il a reconstruit une autre façon de faire de la montagne. Se bâtir une vie dans la contre-allée, ne pas suivre la route de tout un chacun, vivre hors du vacarme du monde mais en pleine conscience, c'est ce choix de vie si singulier d'une famille pas comme les autres que nous allons vous raconter. Notre itinérance s'étire sur plus de 115 km le long du chemin de migration Sami, peuple autochtone éleveur de rennes. Et c'est au fond d'un fjord norvégien désert, en bord de mer, que se termine l'aventure à ski. Hein.